messieurs, dames. Merci à tous pour votre présence. Soyez les bienvenus à la demi-finale de cette 6e édition du concours Périclès, organisée par la Fédération francophone de débat. Avant que l'on commence, j'aimerais qu'on remercie déjà l'ENS qui nous accueille aujourd'hui, qu'on peut applaudir. J'aimerais également qu'on applaudisse et qu'on remercie nos candidats qui sont tous présents également. On va également remercier notre très prestigieux jury qui est là et qui viendra se présenter bientôt. Et qu'on remercie bien évidemment les petites mains de la communication, mais également du pôle éloquence. On peut les applaudir. Comme je vous le disais, c'est la 6e édition, 6e année du concours Périclès. Et cette année, on est très fiers de vous présenter cette édition, puisque nous avons eu plus de 300 candidats. Ça s'applaudit. Et surtout, des candidats qui nous viennent d'un peu toute la France, puisque vous le savez, la Fédération francophone de débat a des antennes en région. Et nous avons par exemple des candidats de la Fédération francophone du Nord, du Grand Est, UK, de la Fédération Aura, et l'année prochaine, du Grand Ouest et du Sud-Ouest. Toujours plus d'ouverture vers les régions, ça s'applaudit également. Ce soir, vous allez assister donc à un concours avec un très bon niveau, je leur mets un petit peu la pression, un excellent niveau que vous allez pouvoir constater dans cette discipline un peu particulière qu'est l'éloquence. Comme je vous le disais, ils étaient plus de 300 au départ, désormais ils sont 13. On en a donc gardé pour l'instant 1 sur 23, si mes calculs sont bons, on vérifiera. Donc, très beaux candidats qui sont présents, très beau jury que je vais inviter à me rejoindre pour se présenter. On peut les applaudir. Bonsoir à tous, moi c'est Karim Marbaoui, je suis ingénieur de métier, je fais de la transformation numérique. Aujourd'hui je suis invité en tant que président fondateur de l'association Safahat. Alors Safahat c'est une association tunisienne qui existe en France et en Tunisie et qui œuvre pour la promotion du livre et de la lecture. Donc on fait aussi des concours de lecture à voix haute, on est à la 6e édition par exemple en Tunisie. La dernière édition, on a eu 1200 candidats et donc voilà ce type d'exercice. Et on se dit pourquoi pas aussi avec la Fédération francophone du débat, pourquoi pas faire des partenariats ou faire ce type de concours en Tunisie ou entre la Tunisie et la France. Bon voilà, d'où notre présence aujourd'hui. Bonsoir à tous, Cyril Youssef, je suis directrice dans un cabinet de conseil en stratégie. Je suis cofondatrice et vice-présidente de l'association Safahat que Karim vient de présenter. Ravie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite bonne chance et bon courage et hâte de vous écouter et de vous voir. L'honneur m'est choix de prendre la parole en cette auguste circonstance pour représenter l'une des voix de l'Afrique. Je me nomme Samuel Bignou, je suis écrivain de profession, je suis également oralitologue. Je travaille de manière holistique sur l'oralité. J'ai été invité ici parce que nous avons mis sur pied plusieurs mouvements. Je représente Djibet Cameroun, ou la maison de l'orateur au Cameroun, qui est un pays d'Afrique centrale. Je vous remercie. Donc, bonsoir à tous, Erin, je suis vice-présidente de l'association Révolte-toi Sorbonne, donc à la Sorbonne. Ça me fait un peu bizarre de juger ce soir parce que l'an dernier j'étais à vos places, donc je sais le stress que ça fait de plaider surtout 5 minutes sans notes. C'est un exercice qui est difficile, donc je vous souhaite bon courage et ça va bien se passer. Bonsoir
à tous, je m'appelle Louisa Cicérir, je suis en charge de la direction des affaires publiques de la Fédération francophone de débat. Je suis très enthousiaste de vous découvrir ce soir et je vous souhaite très bonne chance. Vous pouvez regagner votre place. Et donc, vous avez vu, nous avons un oralitologue holistique, messieurs, dames. Et Erin qui a oublié de vous dire qu'elle est arrivée deuxième au concours Périclès l'année dernière. On peut les applaudir à nouveau. Maintenant, il est doctorant en histoire, spécialiste de la Révolution française, de la Commune de Paris, vainqueur du concours Lysias, président de la Fédération francophone de débat. On accueille Hugo Roussel-Nérini. Monsieur Veto avait promis de faire égorger tout Paris, Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dans son lac Armagnol, vive le son, Dans son lac Armagnol, vive le son du canon. C'est sur cette chanson et sur bien d'autres, notamment la Marseillaise, que les braves sans-culottes des faubourgs ont pris d'assaut le palais des Tuileries le 10 août 1792. Paris avait été menacé par le général en chef des armées prussiennes, Brunswick, qui avait dit « Si vous touchez à un seul cheveu de sa majesté impériale et royale, Paris sera livré à une totale subversion. » Mais les Parisiens ne se laissèrent pas impressionner, et bien au contraire, tout ceci signait le méfait de Louis Capet, la trahison de Louis XVI, qui donc était renversé le 10 août. Plus de Louis XVI, la Convention nationale allait pouvoir siéger et proclamer en France la République. Un an plus tard, le 10 août 1793, pour rendre hommage à cette grande journée révolutionnaire, la Convention nationale prenait une grande décision. Le Louvre ne serait plus le palais de la monarchie, mais deviendrait un musée. À la manœuvre, un grand peintre, Jacques-Louis David, qui s'est fait connaître, cet homme, un peu avant la Révolution, parce qu'il avait peint un tableau qui s'appelle « Le Serment des Horaces ». Et quand on lui posait la question sur l'art, il répondait souvent « Rien de plus pur, rien de plus grand, de plus beau que l'antique ». Il avait remis cette tradition antique à l'ordre du jour, au même titre que les révolutionnaires ont remis la République à l'ordre du jour. Et nous sommes donc à Paris en 1793. Un autre homme le rejoint, un autre grand artiste, mais qui lui avait fui au début de la Révolution et qui revient, alors non pas parce que tout d'un coup il se sent l'âme d'un révolutionnaire, mais parce que ses biens sont menacés de confiscation, alors il vient défendre la préservation de ses biens. Il s'appelle Vincent Denon. Et lorsque Jacques-Louis David lui demande ce qu'il a fait, il répond « Oh, vous savez, mon cher, j'ai voyagé, c'est contempler la nature. Mais je ne suis pas votre égal. Vous êtes un grand génie, Jacques-Louis. » Et Jacques-Louis de lui répondre « Le génie n'est que la patience de la volonté, mon cher. Mais pourquoi êtes-vous parti? Pourquoi avoir quitté la France ?» Et il lui répond alors « Vous savez, être trop ardent fait de nous des hommes moins délicats. C'est pourtant grâce à l'ardeur de Napoléon Bonaparte que, quelques années plus tard, ce même homme était nommé à la tête du musée du Louvre, à la suite de cette donc révolution que Napoléon prétendait finir. Dans ce moment de révolution où Saint-Just avait dit « Le bonheur est une idée neuve en Europe » et beaucoup plus tard, un homme, un écrivain qui nous a quittés il y a quelque temps, donnait quant à lui sa définition du bonheur. Et il disait, cet homme, Jean d'Ormesson, on ne peut pas être heureux tout seul. Le bonheur est une aventure collective.
même si la mort, elle, est une aventure solitaire. On lui rendait d'ailleurs hommage en 2017 dans la cour du Louvre à cet homme, Jean d'Ormesson, qui a vécu jusqu'à un âge assez canonique. D'ailleurs, il disait lui-même, la vieillesse est un privilège qu'il faut savoir apprécier. Il l'a apprécié jusqu'en 2017, dans cette cour du Louvre où, la même année, un président se faisait aussi introniser, vous le savez, car tel était son projet. Dans ce Louvre, où récemment, il y a eu le casse du siècle, ce soir, nous avons des oratrices et des orateurs qui sont finalement les bijoux de cette couronne qu'est l'éloquence. Allez-vous rendre les bijoux de la couronne ce soir? Du moins, vous allez rendre hommage aux mots. Vous allez les rendre accessibles au peuple ce soir. Rendre hommage, comme le Louvre a rendu hommage à l'art, vous allez rendre hommage aux mots, comme le faisait aussi en son temps un certain Pierre Larousse qui disait « La paresse et la prodigalité mènent les hommes à la ruine ». Alors ce soir, peut-être que vous allez nous mener à la ruine. Je ne l'espère pas, je pense plutôt que vous allez nous apporter du bonheur, du plaisir, et je conclurai cette introduction des sujets, puisque je viens d'introduire les sujets, bon an, mal an, ils vous sont ensuite répétés, rassurez-vous, par l'éminent Rémi Salor qui m'a précédé à la tribune. Je conclurai par les mots de la fédération, et vous allez conclure avec moi. On ne n'est pas oratrice, on ne n'est pas orateur. Vive la fédération! Bien, vous allez donc entendre 13 joyaux de la couronne qui vont se succéder les uns après les autres et qui auront entre 4,45 et 5 minutes pour s'exprimer sur leur sujet d'éloquence. Ils auront le droit à un chronomètre, mais ils passeront sans note. Ils seront jugés sur des critères de l'art oratoire tels que l'éthos, à savoir le langage corporel, l'image que l'on renvoie de soi, le logos, la qualité des arguments, et le pathos, c'est-à-dire les émotions. Est-ce qu'ils réussiront à vous toucher ce soir? Nous allons, sur ces 13 candidats, en garder 6 qui iront en finale, la finale du concours Périclès, et nous rendrons, le jury rendra son verdict tout à l'heure. Le génie n'est que la patience et la volonté. À l'affirmative, elle sera donc d'accord avec cette citation. J'appelle Nina Marquez Sebag. Décembre 1762. Dans les rues de Vienne, sous l'épais manteau de neige, une rumeur court à travers la ville. L'avez-vous entendu? Un génie est né. Oui, un véritable génie qui, du haut de ses 6 ans, compose de la musique qui vous atteint au cœur, qui joue de la clavecin comme Apollon jouait de la lyre, qui compose une musique qui, dit-on, résonnera à travers les siècles. Alors Vienne exulte de l'arrivée de ce génie, venu sur terre nous éclairer de son auréole de lumière. Mais ce que tous ignorent, c'est que derrière ce grand Mozart se cache le petit Wolfgang Amadeus, qui, à l'abri dans le cabinet de son père, est contraint de répéter encore et encore ses partitions jusqu'à les maîtriser à la perfection, qui s'est entraîné pendant des heures, des jours, des années, des nuits, jusqu'à connaître sa partition à la perfection, qui a répété à seulement 3 ans pour connaître gamme et arpège, et qui s'est entraîné jusqu'à la maîtrise et à l'excellence de son art, et être digne d'être appelé un génie. Car oui, un tel génie ne peut s'arriver en n'exultant que 2 qualités, la patience et la volonté. La patience n'est pas cette attente molle et résignée que l'on croit, non. C'est une vertu silencieuse, une grandeur d'âme qui sait que tout chef-d'œuvre requiert son tribut de temps. Les arbres qui poussent le plus lentement sont ceux qui portent les meilleurs fruits.
La patience, c'est comprendre que le génie ne jaillit pas comme un éclair au milieu d'une nuit d'orage, mais qu'il se cultive lentement comme un jardin, saison après saison. C'est comprendre que le génie est révélé par toutes les graines qui poussent, par toutes les erreurs que nous faisons sur notre chemin. Regardez le sculpteur dans le marbre brut. Ce n'est pas la force brutale de ses coups qui révèle la beauté qui sommeillait dans la pierre, mais c'est la force lente et travaillée de chacun de ses coups qui, après 1000 fois, 1000 répétitions, permet de révéler la beauté de la pierre. Car la patience est alchimiste, elle transforme le plomb de nos maladresses en l'or de la maîtrise. Mais que serait-ce la patience sans sa flamme, sans ce feu intérieur que Schopenhauer nommait la ville, sans cette obstination qui est l'essence même de notre être? Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La patience est une force, la volonté est une force prométhéenne, celle qui défie les lois que le monde tenterait de nous imposer, celle qui crie encore quand tout hurle assez, qui murmure demain quand tout hurle jamais. C'est elle qui nous force à nous réveiller chaque matin et qui nous promet de meilleurs lendemains. Sans volonté, tout potentiel serait endormi comme une graine qui ne germe jamais. Avec elle, l'impossible devient possible, le rêve devient réalité et l'homme devient génie. Car la volonté est une force créatrice qui permet de transformer notre avenir et de devenir les propres artisans de notre excellence. Mais me direz-vous, et la passion, n'est-ce pas elle, cette ivresse de l'âme, celle qui nous fait réveiller chaque matin et qui transforme l'homme en génie? Combien cette idée est plaisante, combien elle séduit notre romantisme, et pourtant combien elle est trompeuse. Car voyez-vous, la passion n'est que feu de paille. Elle brûle intensément, certes, mais se consume aussi vite qu'elle s'allume. Que reste-t-il quand vient le matin gris, quand l'échec frappe à la porte, quand le doute s'installe? La passion est partie en cendres, tandis que la volonté et la patience, elles subsistent. Elles transforment chaque geste en habitude, chaque répétition en maîtrise. Le génie n'est pas un cadeau mystique tombé des cieux, mais il se forge dans le creuset de l'expérience, répétée, acharnée, méthodique. Alors oui, génie n'est que patience et volonté, non pas un rêve mystique doré promis à quelques élus, mais une conquête humaine qui est prête à s'accacher à tous ceux qui sont prêts à s'engager sur le chemin rude de l'effort. Mozart n'était qu'un enfant avec un clavecin, mais cet enfant possédait 2 trésors, la volonté de répéter 1000 fois et la patience de ne jamais s'arrêter. Et vous, dans cette salle, possédez ces 2 mêmes trésors. La question n'est donc plus « suis-je un génie ?», mais il s'agit de se poser l'irrécusable question « aurais-je la volonté et la patience de le devenir ?» Car le véritable génie de l'humanité, c'est de rendre l'extraordinaire possible par la répétition de l'ordinaire à l'infini. Merci beaucoup. De Jacques-Louis David à nouveau. Le génie n'est que la patience et la volonté, mais à la négative, on accueille Ondongo Jenny. Patience, patience, patience! À tous ceux qui ont chuté et qui se sont relevés, à tous ceux dont les échecs sont devenus des victoires importantes aujourd'hui, car c'est à eux et à chacun de vous que je veux m'adresser. On dit que le génie, c'est du travail, que le génie, c'est la patience, que le génie, c'est la volonté. Si le génie n'était vraiment que la patience et la volonté, alors nous serions tous des génies. Alors je devais être un génie, parce que je m'appelle génie. Et ce soir, je ne viens pas génir le sujet. Je viens le dégénir, le secouer, le retourner comme un sablier pour voir ce qui reste quand tout s'écroule. Car réduire, le génie a 2 petites vertus, ma chère contradictrice. Réduire le génie à 2 petites vertus, c'est expliquer un éclair par un simple interrupteur. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai non plus.
La patience, c'est tenir. La volonté, c'est avancer. Deux vertus, deux merveilles humaines, mais deux merveilles insuffisantes. Car deux piliers ne suffisent pas pour tenir un temple. Le génie, c'est d'abord la fulgurance. Albert Einstein n'a pas trouvé la relativité en restant simplement patient. Mozart n'a pas composé en serrant les dents de volonté. Ils ont vu ce que les autres ne voyaient pas. La fulgurance qui précède la méthode, l'effort qui précède la vision. Non, le génie n'est pas que la patience et la volonté, c'est aussi une blessure intérieure qui nous transforme. Alors, mesdames, messieurs, j'ai une confession à vous faire. Quelque chose que je n'ai jamais dit sur scène. On m'a toujours reproché d'être sentimental. Mais moi, je le reste dans toute mon humanité. J'ai donné 5 ans de ma vie à quelqu'un. 5 ans de volonté. 5 ans de patience. 5 ans à croire que l'amour, lui aussi, se construisait avec l'effort. Et un jour, elle m'a dit, c'était juste pour voir si on allait bien ensemble. On passe 5 ans de sa vie pour voir si on va bien ensemble. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Mais à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'immense. C'est que la patience et la volonté ne suffisent pas pour construire un projet. Car le résultat ne dépend pas de nous. À ce moment-là, j'ai compris que le génie et la volonté ne sont pas des sources de génie. Que la patience et la volonté ne sont pas des sources de génie, mais plutôt des sources de douleur. Cette déception m'a détruit. Mais ce n'est pas grâce à ma patience, ma volonté que je vous parle ce soir. C'est grâce à ma renaissance. Parce que la vie n'est qu'une longue succession de renaissances. Il faut renaître après chaque échec, après chaque déception. C'est un chapelet de jours fastes et néfastes. Et le bonheur réside justement dans le prêt surmonté, pas dans l'épreuve évitée. Le génie, c'est une transcendance. C'est un souffle qui nous traverse, un souffle qui dépasse l'entendement humain. La volonté, c'est le moteur de ce souffle. Et le génie, c'est l'étincelle. Et sans l'étincelle, un moteur ne démarre jamais. Merci beaucoup, monsieur de Jacques-Louis David. À nouveau, rien de plus pur, plus grand, plus beau que l'antique. J'appelle Anis Benasser. Lorsque j'ai reçu ce sujet, je me suis demandé quel membre du jury était en quête d'identité personnelle. Et alors, pour cela, je dois remercier Rémi qui avait besoin visiblement qu'on revienne à ses racines. Lorsque j'ai reçu ce sujet, je me suis demandé comment est-ce que j'allais le traiter. L'antique, ça veut tout et rien dire. Est-ce que je vais parler des colonnes poussiéreuses de la Grèce? Est-ce que je vais parler de cette montre à gousset qui est dans ma poche que mes aïeux m'ont léguée? Et alors c'est ce matin dans le train que j'ai eu la réponse, mesdames et messieurs, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsqu'on parle antique, on prend l'habitude de regarder derrière soi. Alors que moi ce matin, j'ai regardé sous mes pieds. Parce que l'antique, c'est un socle, mesdames et messieurs. L'antique, c'est une base. Mon antique, ce n'est pas Rome, ce n'est pas la Grèce. Mon antique à moi, c'est mes origines, c'est mon histoire. Alors, lorsqu'on parle pureté, mesdames et messieurs, je vous pose la question, quoi de plus pur qu'un acte d'amour pour protéger les siens? Mais je vous parle d'un vrai amour, pas de celui qui enfile un masque pour mieux vous briser le cœur 2-3 ans après. Non, je vous parle d'un amour pur, sincère, celui d'une mère, notamment la mienne, qui, lorsqu'elle fait face à un homme violent,
claque la porte et prend sous le bras ses 2 enfants pour les protéger. Alors, mesdames et messieurs, quoi de plus pur aujourd'hui que cet héritage que j'ai eu beaucoup trop tôt, d'ailleurs, qui m'a démontré que l'histoire que ma mère a vécue est aussi la mienne. Mais lorsqu'on parle pureté, on a aussi besoin de mentionner beauté. Alors, qu'est-ce que la beauté? J'aurais bien 2 heures à vous accorder pour qu'on puisse donner un peu toutes et tous nos définitions, mais je pense qu'on peut aller droit au but. Lorsqu'on parle beauté, mesdames et messieurs, moi, ça va de sens. Hein? Néanmoins, ne me regardez pas comme ça, madame, je n'ai pas le temps. Lorsqu'on parle beauté, on en oublie surtout le silence des sacrifices. Et là, je pense notamment à ma tante. Mesdames et messieurs, ma tante, elle avait 1001 raisons de rester clouée au lit. Peut-être à cause de sa maladie, ou peut-être tout simplement parce qu'elle aurait pu me dire « je n'ai pas envie ». Mais voyez-vous, ma tante, elle a fait quelque chose de vraiment beau. Elle n'a pas parlé, elle a agi. Alors, elle m'a emmené à Disneyland Paris. Voilà, à 8 ans. Un acte gratuit. Bon, gratuit dans la forme surtout, parce que 100 € les 2 places, je pense qu'il serait temps quand même de faire le procès de Disneyland Paris, mais gratuit parce qu'elle n'était pas obligée de le faire. Et ce jour-là, elle m'a bien confié une phrase qui m'a suivi, mesdames et messieurs. Tu te dois de donner parce qu'un jour, on t'a donné. En voilà un héritage beau. Parce que les paroles s'envolent, mais les actes, eux, demeurent. Et je sais qu'à mon tour, moi aussi, je transmettrai cette même parole. Alors, pureté, beauté, bien, mais grandeur. C'est qui grandeur? Grandeur, mesdames et messieurs, ce n'est pas quelqu'un. Grandeur, c'est un nom de famille même, précisément. Benasser. En voilà un nom grand. Grand de par les combats qui ont été menés pour qu'aujourd'hui je puisse être devant vous. Et je ne pense pas d'ailleurs que vous réalisez le sang qui a été versé lorsque vous vous permettez de prononcer mon nom de famille. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à prendre conscience du poids que représentent toutes et tous ici vos noms de famille. C'est ça qui est grand, mesdames et messieurs. C'est grand parce que ça traverse les années. C'est grand parce que ce nom de famille, c'est un héritage religieux, kabyle, qui m'a été donné. Alors, lorsque je parle, que je le veuille ou non, il y aura toujours un petit peu de mon grand-père et de ma grand-mère qui parleront aussi avec moi. Comme quoi, finalement, la grandeur ne s'arrête pas lorsque quelqu'un meurt. Elle continue, même après tout ça. C'est ça qui est grand, je pense, dans tout cet héritage. Alors maintenant, la vraie question, c'est de savoir quel est le vôtre d'héritage, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez pris conscience que lorsque vous marchez dans la rue, vous empruntez aussi le pas de tous ceux qui se sont battus pour que vous soyez libres aujourd'hui? C'est ça, la pureté, la beauté et la grandeur de l'Antique. Alors oui, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand et rien ne sera jamais plus pur que l'héritage qu'aujourd'hui, toutes et tous, mesdames et messieurs, vous avez l'honneur d'incarner. Merci beaucoup monsieur, et désolé madame, maintenant il a le temps, donc vous pouvez aller voir ça. Rien de plus pur, plus grand, plus beau que l'Antique à la négative, Baptiste Hureau. L'Antique est un phallus qui a appris à écrire à l'encre de sa débauche. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que c'est le fruit d'une longue réflexion philosophique. Et moi aussi, j'ai réfléchi, cher contradicteur. L'Antique, dit par Jacques-Louis David, c'est l'Antiquité. Et je viens vous dire que cette Antiquité-là, elle ne sera jamais plus pure, jamais plus grande, jamais plus belle. Parce que l'Antique, si vous voulez, elle a quand même un énorme problème, il faut qu'on se le dise, c'est la question de la sexualité. C'est la seule époque qui a réussi à remplir tant de bibliothèques entre deux levrettes, et à cet égard, on peut, c'est vrai sans doute, éprouver une forme d'admiration possible, bon, je laisse ça à chacun, mais cette admiration ne sera jamais suffisante pour pouvoir dire que l'Antique est tout ce qu'il y a de plus beau, de plus pur et de plus grand.
Parce que ce qui est intéressant ici à prendre en considération, cher auditoire, chers membres du jury, c'est les valeurs qui sont celles de l'antique. Mon contradicteur vous a beaucoup parlé de l'héritage, j'en reviens moi à l'antique. C'est vrai qu'il m'a mis un petit peu quand même dans la panade parce que je voulais vraiment parler de l'antique de Jacques-Louis David et donc j'en reste sur ce point. Les valeurs de l'antique, ce sont celles de 12 petits gugus sur une montagne qu'on appelle l'Olympe. Et voici 2 de ces petits gugus. Alors on a Zeus d'un côté. Zeus, vous savez, il a confondu l'Halloween Party avec l'Halloween Partouze. Lui, ce qu'il adorait dans la vie, Zeus, c'est de se déguiser en fourmi, en taureau et en chèvre. Et dès qu'il voit une entrejambe, il fonce dessus tel quelqu'un qui a un petit problème avec le consentement. On a aussi Dionysos. Alors Dionysos, faut pas lui en vouloir, c'est un petit fêtard. Dionysos, un jour, il est allé à Thèbes et les habitants de Thèbes l'ont chassé. Oh, colère pour Dionysos, il nous a fait une tempête émotionnelle, le pauvre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'organiser une énorme orgie pour se venger. Voilà les valeurs de l'antique. Jamais ces valeurs ne pourront être prises en exemple. Par contre, notre temps, notre modernité, votre temps, votre modernité, elle est bien sûr ici composée de beauté, de pureté et de grandeur qui égale ou qui surplombe celle de l'antique. Alors, parlons de la pureté. J'espère, on va peut-être le lancer rentrer, il est peut-être pur aussi. La pureté qui rentre actuellement. Parlons de la pureté. La pureté, j'espère pouvoir trouver consensus en disant que l'abolition de la pédophilie ou encore de l'inceste relève là aussi bien sûr d'une société plus pure tout de même. Je pourrais, alors c'est vrai, vous allez me dire qu'il y a quelques cas marginaux dans le nord de la France, à Lille, non c'est vrai, mais ça reste des cas très marginaux. La beauté maintenant, la beauté de l'antique, alors les bâtiments, la pensée, les littéraires, mais nous aussi nous avons ça. Nous avons Ormesson, rien n'est plus beau que d'écouter Ormesson lire un poème d'amour. Nous avons Victor Hugo, nous avons Les Misérables, s'il vous plaît, quand même. Nous avons la Tour Eiffel, nous avons Versailles, nous avons, pour aller beaucoup plus loin, le Taj Mahal. Nous avons aussi, nous aussi, de la beauté à foison, et cette beauté, elle est parfois excessive à celle de l'antique. S'agissant de la grandeur, bon, je ne vais pas prendre moi aussi, parce que là, ça fait 2 contradicteurs qui ont un ego surdimensionné, donc c'est pas possible. Donc je vais prendre plutôt la grandeur, par exemple, d'un homme qui quitte progressivement la vie politique comme Manuel Valls. Je pense que ça témoigne là aussi d'une grandeur qui n'est pas du tout réfutable. Et puis l'autre enjeu que j'aimerais vous signaler aussi, c'est que dire que rien n'est plus beau que l'antique, plus grand, plus pur. C'est vous regarder dans les yeux et vous dire, vous, bande de petites merdouillettes que vous êtes, vous aurez beau tout faire dans votre vie, jamais vous ne pourrez égaler ce qui vous a précédé. Et je n'accepterai pas qu'on puisse outrager comme ça les honorables membres de ce jury. Non, je trouve ça totalement intolérable. Et puis intolérable aussi parce que cela vous condamne à regarder dans le passé et vous dire « Tiens, alors ça doit être ça mon exemple. Et cet exemple-là, je dois le suivre parce que sinon je ne serai pas assez pur, assez grand et assez beau. » Eh bien c'est faux, on vous ment, Jacques-Louis David vous ment. La véritable beauté, la véritable grandeur, bon, la pureté, je laisse ça à votre appréciation personnelle. Mais pour le reste, eh bien, c'est vous qui la déterminez. C'est vous qui la déterminez en regardant votre présent, en allant vers votre avenir. Et c'est seulement ça qui compte. C'est seulement ça que vous devez retenir. Alors, par pitié, ne regardez pas vers le passé. Laissez ça aux antiquaires, aux admirateurs peut-être du bonapartisme. Mais vous, allez vers l'avant, allez vers l'avenir. Et par pitié, ne vous mettez pas au pied de ces dieux pervers, mettez-vous plutôt à mes pieds, enfin plutôt préférez ma thèse, parce que ma thèse, elle est tout de même plus belle, plus grande et plus pure. Bien, l'emploi du mot merdouillette m'oblige à rappeler que s'il y a des parents qui sont venus accompagnés de personnes mineures, ce genre de choses risque d'arriver à nouveau. Vous êtes donc prévenus si vous souhaitez prendre la sortie qui se trouve ici pour préserver vos oreilles et vos pieds, de tout ceci. Bien, de Jean d'Ormesson, la vieillesse est un privilège qu'il faut savoir apprécier. J'appelle Samuel Hervé.
12 mai 2012, 16h, j'avais 8 ans. Avec mes camarades, tout en mouvement, nous sortions de l'école, bercés par les rires et paroles de nos amis. Sur le devant de l'établissement, se tenait parmi la foule ma maman. Son sourire, sa voix, oui, illuminait mes sentiments. Elle savait, elle, soigner ma rude journée d'enseignement. Alors je sollicitais sa faveur pour aller profiter au parc, royaume de jeux et de bonheur. Mais si, rappelez-vous, nous étions jeunes, légers, insouciants, comme par nature. Nos épaules ne portaient ni poids, ni fardeau, ni blessure. Point de factures à payer, point d'avenir à construire. Rien qu'un présent éclatant où nous savions vivre. Nul chagrin à fuir, nul cœur à conquérir. L'amour nous entourait déjà avant même de savoir le dire, avant même de savoir le vivre. 12 mai 2025, 16h, ma grand-mère a 75 ans. Après une journée tranquille, bercée par les appels des proches qu'elle chérit tant, elle referme la porte de son appartement, laissant derrière elle un silence presque pesant, voire apaisant. Elle s'élance vers le parc, royaume de souvenirs, pour aller y retrouver deux amis. Elle les aperçoit sur un banc, ses deux compères, les rejoint et leur discussion, toutes trois, elles poursuivèrent. Plus de stress, plus d'obligations pesantes, plus de tâches à accomplir, plus de travail à fournir, juste de belles discussions partagées pour le plaisir de rire. Certes, ici, ces deux tableaux ont l'air semblables en ce qu'ils mettent en avant une vision du bonheur. Mais je vous le dis, cher jury, et cher auditoire, il y a bien quelque chose qui me sépare de ma grand-mère. Oui, quelque chose de substantiel, voire quasiment fondamental. Le privilège de vieillir. Mais qu'est-ce donc, vieillir? Vieillir, est-ce se remplir des traces du temps sur le visage? Vieillir, est-ce perdre la mobilité à ne plus pouvoir courir? Vieillir, est-ce s'abîmer les yeux à ne plus pouvoir lire? Vieillir, ne serait-ce pas finalement mourir? Je vous le demande, cher jury. Je vous le demande, cher auditoire. Je me le demande, car nous avons tous une vision funeste de la vieillesse, pour ne point dire malheureuse. Alors que Jean d'Ormesson nous l'a dit. La vieillesse est un privilège qu'il faut savoir apprécier. Et à travers cette phrase, à travers ces mots, M. d'Ormesson nous donne une nouvelle vision sur l'existence. Il nous dit que celle-ci est incomplète. Celle-ci est moins bien sans la vieillesse, car seule la vieillesse nous permet de regarder en arrière. Seule la vieillesse nous permet de comprendre que nous avons vécu de beaux moments, mais qu'il peut nous en rester de beaux à vivre. Et cette position, au-delà d'être simplement théorique, philosophique, c'est une réalité historique, en tout temps, à toute époque. Les humains ont considéré que vieillir était un objectif à atteindre, qu'il fallait allonger l'espérance de vie. Marie Curie, dont les travaux sur la radioactivité ont ouvert la voie de nombreux traitements médicaux, et ce même au péril de sa propre vie. Mais pourquoi? Eh bien c'est simple. Parce que nous sommes simples. Pour moi aujourd'hui, pour M. d'Ormesson et pour vous, je l'espère, cette vie est un cadeau. Alors, je vous le demande, quel plus grand privilège y a-t-il? Quel plus grand cadeau y a-t-il? Quel plus grand présent y a-t-il à vivre plus longtemps, à vieillir? Dans la vieillesse, renaît une liberté que l'âge seul peut offrir. Dans la vieillesse, renaît une liberté pleine et légère. Le temps nous revient, liberté, libérée de sa rigueur d'hier. Tout est plus réel. En amour, les vieux, eux, s'aiment véritablement. Ils n'attendent plus d'explosions, de grands éclats d'amour, de détonation, non! La constance a fait son travail. L'amour, à l'âge mûr, c'est plus pur. C'est une main posée, une attention délicate, et même un regard qui rassure. Alors je vous le dis, cher jury, cher auditoire, et pour tous nos grands seniors, vieillir est un privilège. C'est en me regardant petit que je l'ai compris, et c'est en regardant ma mamie que je l'ai appris. Vieillir est un privilège. Merci.
Merci beaucoup, monsieur. Toujours Jean d'Ormesson, la vieillesse est un privilège qu'il faut savoir apprécier à la négative. Zoé Vervarde. Mesdames et messieurs, on se situe actuellement dans un amphithéâtre de l'ENS, donc je vais vous demander un petit exercice de visualisation. Sur ces mêmes bancs, c'est un jour tenu un homme qui est par la suite devenu écrivain et qui a pris soin un jour de consigner sur un livre, point par point, toutes les mesures politiques prises par les gouvernements français qui ont, petit à petit, je cite, tué son père. Cet homme, c'est Édouard Louis, je l'aime beaucoup. Et pourquoi je vous parle de ce livre? Parce que pour moi, c'est ce livre qui incarne, malheureusement parfois, vieillir. Parce que oui, moi je trouve que venir nous dire que vieillir, c'est effectivement un beau passage du temps, des beaux souvenirs qu'on construit avec sa famille, pour moi c'est un discours qu'on prononce avec un petit polo, avec une petite chemisette bien repassée, avec une chevalière à la main, avec un tailleur bordeaux, bref. C'est un peu un discours qu'on peut prononcer dans le privilège. Vous avez vécu, votre grand-mère a vécu une vie heureuse, elle a été entourée par sa famille. Quelle chance. Malheureusement pour certaines personnes, la vieillesse, c'est le poids du temps. La vieillesse, c'est parfois avoir fait un métier pénible toute sa vie et en porter les conséquences. La vieillesse, c'est parfois douloureux. Alors oui, il y a toute une catégorie de la population qui peut se prétendre à cette vieillesse, qui apporterait la connaissance, qui apporterait le recul. Mais enfin, malheureusement, lorsqu'on a passé une vie tout entière à travailler dans un métier pénible, eh bien parfois la vieillesse, c'est une souffrance. Alors, on nous a posé la question, quel plus grand privilège? Mais la jeunesse, évidemment, évidemment. Vous savez, je pense qu'il n'y a rien de plus grand que d'ignorer, parfois. Parfois, c'est un privilège, justement, d'ignorer. Parfois, c'est un privilège de ne pas avoir conscience du monde dans lequel on évolue, du monde que cette vieillesse nous apporte, justement. Et donc, en ce sens, quel grand privilège que l'enfance, quel grand privilège d'avoir à sa portée toutes les possibilités, quel grand privilège de pouvoir rêver. Alors, aujourd'hui, on vient nous dire qu'il faudrait savoir, un peu comme une injonction, vieillir, mais non, en fait, concrètement, non, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de vieillir, d'accord? J'ai pas envie d'avoir un CDI, j'ai pas envie d'avoir une Renault Scénic, j'ai pas envie d'avoir un Labrador, laissez-moi tranquille. C'est ce que je demande face aux injonctions. Moi, j'ai envie de continuer à rigoler sur des vidéos Instagram stupides, sur un requin qui a des baskets, j'ai envie de collectionner des laboubous, enfin, voilà. Mais parce que j'ai pas envie des injonctions. Moi, je vous la laisse, la responsabilité, je vous la laisse, la grandeur, je vous la laisse, la sagesse. Laissez-moi l'espoir, laissez-moi l'erreur, parce que c'est ça qui disparaît avec la vieillesse aussi. C'est l'erreur, c'est la capacité parfois de se rater complètement. Et quand on est enfant, on se relève, on se dit, c'est pas grave, de toute façon, il y a foot de rue à 14h cet après-midi. Et moi, je veux ça, et je ne veux pas autre chose. Vous savez, chère Assemblée, depuis que je suis toute petite, je suis un peu convaincue que je suis exceptionnelle. Et plus je grandis, plus je me rends compte que c'est pas hyper vrai. Et c'est pour ça que j'aimerais bien la garder, la jeunesse. Parce que j'aimerais bien garder cette capacité de me dire que quoi qu'il arrive, je peux rester un petit peu exceptionnelle. Parce que plus on vieillit, malheureusement, plus on en rencontre des gens qui sont dans ce privilège, qui vivent des vies qui sont 105 fois mieux que la vôtre. Et on n'a pas cette innocence de l'enfance de se dire que de toute façon, c'est pas grave, on peut tout recommencer demain. Mais moi, j'ai envie de pouvoir tout recommencer demain. J'ai pas envie qu'on donne des injonctions, parce que vieillir, c'est déjà suffisamment difficile. Se rendre compte qu'on peut plus regarder Midi les Zouzous à 14h, c'est déjà suffisamment difficile. Alors, cette jeunesse
Malgré moi, je la fuis. Mais je n'ai pas envie de la fuir. J'ai envie qu'elle me revienne. J'ai envie qu'elle me revienne pour que je puisse lui apprendre tout ce que la vieillesse m'a inculqué. Merci beaucoup, madame. Petite balle perdue pour le Renault Scénic et le Labrador. Voilà, le jury appréciera. Nous allons donc passer à une autre citation de Jean d'Ormesson. On ne peut pas être heureux tout seul. Le bonheur est une aventure collective. À l'affirmative, Alexandre Fassier. Quel est le point commun entre la Reine des Neiges et Batman? Après les blagues sur les partous grecs, on essaye de inclure tout le monde. C'était très drôle, cependant. Est-ce que c'est le pouvoir d'achat des ultra-riches qui roulent en traîneau avec des labradors ou avec des Batmobiles? Bonjour la souffrance animale et le bilan carbone. Non, parce que nos deux héros, au début de l'histoire, avant de prendre leurs responsabilités, comme on dit maintenant, nos deux héros pensent qu'être heureux, ça passe par être seul. Mais de quoi parle-t-on? Être seul, ça peut être un choix pour celui qui est solitaire. On entend aussi quelquefois, être seul, c'est involontaire. On parle alors de solitude, d'isolement, de quelque chose de très triste qui nous rend malheureux, dépressif, et le qualifier de bonheur, ce que fera mon contradicteur, est un bien horrible narratif. Être seul. Être seul, ce n'est pas seulement être indépendant. C'est consommer la rupture avec les autres. Consommer la rupture avec la multitude. Deux exemples. Robinson Crusoe, qui goûte seul l'amertume de l'isolement, de l'abandon, cette horreur que l'on regrette tous. Ou alors le mondain extraverti, Coco Batman à nouveau. Celui qui a besoin de reprendre un peu de souffle au milieu de cette multitude, de ce chaos qui l'étouffe. Mais dans tous les cas, la rupture avec les autres mène au malheur, puisqu'elle ne promet aucun horizon véritablement heureux. Pourquoi? Je reconnais, il y a quelque chose de très grand, de très noble, de très grec au fond, aussi peut-être, à vouloir miser sur la force de sa volonté, sur sa discipline de fer, sur son côté, son tempérament de stoïcien. Je pourrais éprouver tous les malheurs, affronter toutes les épreuves, toutes les misères qui me tomberont dessus. C'est beau. On n'est bien servi que par soi-même. Ouais. Et que ferez-vous le jour où vous ne pourrez pas être à la fois serveur et client? Serez-vous seul le jour où vous aurez un cancer sans aucun médecin? Serez-vous seul le jour où vous perdrez votre mère sans aucun soutien? Alors on nous dira, oui, être seul, ça se choisit. Il nous faut nos petits moments à nous pour nous reposer, pour prendre de la distance. Mais quand pouvez-vous prévoir quand le malheur vous tombera dessus? Quel orgueil! Quel orgueil et même quelle hypocrisie, quel mensonge! Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Tu es une menteuse, Elsa, tu es une énorme menteuse. Tu reviens au château, Elsa, on le sait tous. En tout cas, ma petite cousine le sait très bien. C'est non seulement très hypocrite, très orgueilleux, mais aussi très très dangereux. Être seul, c'est comme une drogue. C'est comme l'alcool. Pourquoi? Parce que plus on est impuissant et plus on se croit fort et sûr de tout, on pense qu'on n'a pas besoin d'aide, on pense qu'on peut s'en sortir tout seul. Comme l'alcool, plus on s'y habitue et moins on y fait attention. On se dit d'abord que ça nous permet l'introspection, c'est très envoûtant, c'est très enivrant, ça s'apprécie énormément. Mais en fin de compte, on descend toujours un peu plus profond, un peu plus bas, dans toutes nos convictions les plus intimes, dans nos plus noirs abysses.
Mais pour le solitaire, il n'y a qu'un pas pour que de sa solitude, il tombe dans son solipsisme. Prenez Van Gogh, par exemple, qui s'est éloigné de son frère. C'est aussi comme l'alcool, parce qu'on a nos propres mécanismes de défense. On se dit, non, juste une soirée pour moi tout seul. Juste là, j'ai besoin de prendre un peu une pause. Juste un petit verre, juste une petite goutte. Mais la vérité, vous la connaissez, c'est que l'alcool est dangereux dès la première goutte. Être seul, c'est dangereux aussi. C'est une idée qui séduit, puis qu'on redoute. Enfin, si on était vraiment heureux tout seul, si le bonheur était qu'une aventure individuelle, pourquoi sommes-nous ici? Vous à m'écouter, moi à parler. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fonde des associations de prise de parole en Tunisie? Pourquoi est-ce qu'on promouvoit la parole au Cameroun? Et j'ai oublié le nom de votre fonction, comme beaucoup de personnes dans cette salle, je pense. Être seul, finalement, se subit et se sublime. Mais croyez-moi, à vouloir rester seul, avec orgueil, nous oublions une chose. Nous ne sommes ni exempts d'agonie, ni indemnes de poussière, et nous souffrons à l'infini. On ne peut pas rester seul. Le bonheur est une aventure collective. À la négative, Hermione Sanso. On peut l'applaudir. Alors Jean d'Ormesson a dit un jour « On ne peut pas être heureux tout seul. Le bonheur est une aventure collective. » Alors très jolie la phrase. Juste on se penche un tout petit peu dessus. Jean, est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin de parler, Jean? Il est mort, mais jouez le jeu s'il vous plaît. Est-ce que tu as besoin de parler avec moi? On peut vraiment en discuter. Tes proches ne sont pas une béquille émotionnelle. Et si ta présence, être tout seul avec toi-même est si insupportable, mais alors je n'imagine même pas ce que c'est pour les autres. Jean, je te trouve même très arrogant. On ne sait rien du bonheur des autres. Rien. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Vous voyez une photo de vous, vous la contemplez, vous vous admirez peut-être. Sur la photo, vous êtes bien entouré, vous êtes souriant, style publicité Colgate. Mais vous savez qu'à ce moment précis, vous n'étiez pas heureux. Vous traversiez une période difficile. Le bonheur, c'est très différent de la joie. La joie, c'est instantané, c'est éphémère. Le bonheur, c'est durable, c'est stable, intime, profond. Et on peut faire rire une personne pendant 1 heure, lui faire passer un moment extraordinaire. Malheureusement, on ne peut pas combler son vide intérieur pendant les 23 heures restantes de sa journée. Le bonheur, ça se transmet pas. Juste, c'est pas le Covid, c'est pas le rhume, c'est pas un syndrome grippal. C'est tu es heureux, tu ne l'es pas, c'est ton problème. Une relation, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, c'est pas comme aller à la station essence faire le plein de bonheur parce que en fait le réservoir il est vide. C'est pas puiser chez l'autre toute sa lumière pour s'en nourrir parce que nous-mêmes on n'arrive pas à appuyer sur le putain d'interrupteur. C'est pas dire à notre ami excuse-moi, est-ce que tu pourrais juste me passer un petit peu de ton bonheur? Ouais, je l'ai oublié chez moi en fait. Non. Moi par exemple, ce qui me rend heureuse, c'est la danse. J'adore danser. Seule ou pas, dehors, dedans, dans ma cuisine, à 8h du matin, peu importe. Et je trouve très triste de voir des filles, par exemple, au bord de la piste de danse, attendre que quelqu'un leur prenne le bras et les invite à danser. Mais rendez-vous heureux tout seul. Dansez si vous voulez. Vous aimez chanter, vous aimez cette chanson, mais allez-y, écoutez-la. Moi,
J'aime la danse, la course, la natation. J'aime les romans à l'eau de rose. J'aime les pâtes bolognaises, ok? J'aime l'odeur de la vanille. Découvrez vos passions, vos goûts. Ce qui vous fait rêver vous rend profondément heureux. C'est votre devoir envers vous-même que d'essayer autant que possible de trouver votre bonheur. Alors je sais qu'il existe la vraie solitude. La solitude de ceux qui rentrent chez eux le soir, qui ferment la porte à clé et qui sentent le silence tomber sur eux. La solitude qui vous serre le cœur. La solitude de ceux qui se disent « Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui pense un peu à moi, de temps en temps ?» Je parle de tout le monde, un jour ou l'autre. Mais, et ce qui est, je pense, difficile à comprendre pour toi, Alexandre, autrui n'est pas un antidote au malheur. On doit se rendre heureux nous-mêmes. Le malheur, ou plutôt le bonheur, n'est pas dans la foule. C'est un souffle, un rythme, un pas de danse. Alors s'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vous en supplie, dansez, seuls. Merci beaucoup. Nous passons donc au sujet suivant de Dominique Vivant Denon. Voyager, c'est contempler la nature. À l'affirmative, nous accueillons Guillaume Raoult. Vous êtes des ingrats à qui je ne pardonnerai jamais. Me faire venir depuis l'île et braver le froid glacial, me faire traverser tout Paris comme si j'étais le remake d'Émilie, pour arriver devant vous, très cher jury. Mais bon, vous nous connaissez, nous les Lillois, toujours le baume au cœur, toujours de bonne humeur. Plutôt que de continuer à râler, je vous invite à sortir de votre train-train quotidien et à monter à bord du mien. Un train à destination d'une nature à portée de main. Adressez vos derniers au revoir, rangez vos mouchoirs et montez me voir. Confortablement assis, le train à peine parti, j'observe à travers la fenêtre un paysage époustouflant. J'ai retrouvé mes yeux d'enfant, pleins d'imagination et d'innocence. Je suis ce petit voyageur contemplant une mer de nuages. Ce nuage là-bas, c'est de la barbe à papa. Et celui-ci, il ressemble à ma mamie. Mais à travers cette vitre, je suis ce spectateur d'un spectacle aux mille et une couleurs. Le vert des arbres contraste avec le bleu du ciel, un bleu azur qui ferait rougir Asmar. Le rouge de chaque pomme se reflète dans la blanche neige et les nénuphars ensorcellent à tel point que Monet serait envoûté par ce sortilège. Et puis il y a ce lac. Un simple lac, et pourtant devant lui je suis en admiration, comme Lamartine. Je repense alors à ces vers. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les sublimes délices des plus beaux de nos jours. Il est vrai, nous voyageons sans cesse, nous courons à travers monts et vallées sans jamais s'arrêter. Mais voilà le secret, un secret bien gardé, et je l'ai nommé la contemplation, cette encre. Que ce soit Lamartine à la plage, à la montagne ou à la campagne, j'accepte de voyager pour pouvoir tout observer. Quand je pense à la nature qui se dresse devant moi, je m'imagine plonger à travers elle. Je connais les fatalités et les impossibilités, mais je préfère me voir englouti par cette nature plutôt que de refuser cette belle aventure. Parce que moi je me serais vu.
Je veux tout voir, tout goûter, tout toucher, tout observer, tout contempler. Je veux que derrière chacun de mes pas résonne la musique de l'exploration. Je veux faire de cette contemplation un hymne à mon ambition. Je veux que le bruit de ma nouvelle vie soit celui du fracas des cascades. Je veux sortir de cette routine qui m'étouffe et m'enferme pour une étendue bien plus vaste et plus verte. Mais parfois je m'arrête. Et je remarque que face à cette nature, je suis minuscule. Cette nature est le seul lieu encore réel et éternel. C'est ce temple encore préservé du virtuel et de l'artificiel. Au sommet de l'Everest, j'ai compris deux choses. L'esprit qui résonne, évidemment, mais surtout l'immensité. L'immensité d'une nature qui m'a enseigné sa première leçon, l'humilité. J'aimerais bien m'inventer passe-partout, mais je n'ai ni fort, ni boyard, je n'ai que la nature. Une nature qui me remet à ma place, une nature qui me fait prendre conscience des choses, une nature qui me coupe le souffle, coupée par les merveilles qui m'entourent, de la dune du Pila au désert du Sahara, en passant par le Grand Canyon ou les jardins de Babylone, ma propre importance s'effondre. Et c'est précisément là que je me sens le plus grand, le plus vivant. La fin du voyage approche et j'aperçois déjà cette nuit étoilée. La jeune fille à la perle est rentrée, Munch a arrêté de crier. Et c'est au wagon-bar que je décide d'aller fumer. Fumer non pas pour oublier, mais pour me retrouver. À travers mon voyage spirituel, je contemple ma propre nature humaine. Je suis maître de mon destin, maître de mon fort intérieur, plus le même que tout à l'heure, mais j'en explore toutes les profondeurs. Je voyage plus loin que la nuit et le jour. Je contemple tout. La fumée de mes poumons s'attaque désormais au wagon tout entier. Et à travers ce voile spirituel, j'aperçois des ombres inhabituelles, presque irréelles et pourtant bien réelles. Il y a celle de Manuel, qui valse avec moi, et celle de Marine. Elle ne prend pas la peine de se joindre à moi. Il y a celle de François qui dit filon, et celle d'Elisabeth. Elle ne se borne qu'à la contemplation. Avant notre arrivée, mesdames, messieurs, laissez-moi vous confier une dernière vérité. Après avoir fait notre tour du monde, tout ce que l'on veut, c'est être à la maison, au coin du feu, pour raconter notre belle épopée. Une épopée où l'on a voyagé, un voyage où l'on a eu de cesse de partir à l'aventure, de faire vivre la peinture et de la contempler, cette belle nature. Merci beaucoup. Voyager, c'est contempler la nature. À la négative, nous accueillons Elena Langlais. Wouh 22 novembre 2025, nouveau tweet de Donald Trump. Il écrit « Les écolos disent que je détruis la planète. C'est faux. Je la rentabilise et ils devraient me remercier. Je lui offre des touristes. » Et là, j'éclate de rire. Pas un rire joyeux, un rire nerveux, celui qu'on a quand l'orchestre continue de jouer alors que le Titanic coule. Car si cet homme contemple la nature, alors moi, je contemple la fin, et pourtant, on continue. Naïf, poétique, un peu idiot, à répéter docilement la phrase de Vivant Denon « Voyager, c'est contempler la nature ». Alors oui, il l'a dit, certes, c'est joli, c'est doux, c'est le genre de phrase qu'on peut très simplement mettre sur une serviette en lin bio, dans un gîte écolo, à 240 € la nuit. Oui, mais un peu de sérieux. Contempler la nature, c'est la regarder mourir depuis le hublot d'un avion à 12 € l'aller. C'est regarder le monde comme un buffet, avec envie, sans respect, en se resservant toujours trop. Denon rêvait d'horizon, nous d'un bon réseau. Autrefois, on voyageait pour se trouver. Aujourd'hui, on voyage pour se poster. Je me rappelle d'un voyage en Italie. Village parfait, paysage idéal de carte postale. J'aperçois un Italien. Short léopard, torse rouge homard. Il s'exprime. « Che bella photo per Instagram !»
Ah oui, oui, bella. Mais surtout filtrata. La nature, plus retouchée qu'une campagne électorale. Plus loin, un Américain en tongs, bière à la main. Oh my god, so spiritual. Spirituel, oui, avec 3 litres de Budweiser. Et moi, j'étais là, au milieu d'eux, à m'étonner d'une humanité en extase devant elle-même. Il ne faut pas leur en vouloir, c'est dans notre nature. On ne sait plus regarder sans vouloir posséder. On ne voyage plus, on capture. Voyager, ce n'est pas contempler, car nous consommons. On collectionne simplement des preuves numériques de notre absence au monde, juste pour dire lors d'un repas de famille, j'ai été là. Rousseau rêvait de nature, nous d'un spa panoramique. Baudelaire y voyait un temple, on en a fait un parc d'attractions, et Nietzsche qui a quand même inventé le surhomme. Nous, on a fait mieux, on a inventé le touriste premium. Mais derrière cette vérité tragique, il y a un fait. On ne voyage plus pour découvrir, on voyage pour s'oublier. Chaque vol low cost nous éloigne de ce que l'on fuit. Le vide. Pascal appelait ça l'ennui, Camus l'absurde. Nous, on appelle ça les vacances. Mais bon, le temps que c'est en all-inclusive au milieu de la savane, tout va bien. Et puis, voyager, c'est contempler des milliers d'individus, tous persuadés d'être authentiques. Pourtant, ils prennent les mêmes photos, ils s'habillent pareil, mais sont persuadés d'être uniques. Parce qu'ils ont mis un filtre vintage et un hashtag un petit peu différent. Ironie totale. Aujourd'hui, nous disons prendre l'air alors qu'il nous étouffe. On dit aller au vert alors qu'il n'y en a plus. On dit se reconnecter à la nature alors qu'on n'a jamais autant dépendu d'une prise électrique. Et puis finalement, non, vivant de non. Voyager, ce n'est plus contempler, adorer, idolâtrer la nature. Plus du tout. Aujourd'hui, elle est numérisée, rentabilisée, tout au plus. On veut du sens, mais pas de silence. Du sauvage, mais avec du confort. Ah, merci Denis Brognard. Et puis si la nature disparaît, ne vous en faites pas, on créerait là un milieu, un nouveau musée virtuel, Natureland. Vous savez, 60 € pour revivre l'expérience sensorielle du vent. Car voyager, ce n'est pas contempler. D'une certaine façon, c'est juste regarder notre propre extinction en très 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 haute définition. Merci beaucoup, madame, d'avoir ruiné ma vie. Alors, trop ardent, on est moins délicat. À l'affirmative, on accueille Alice Balleston. À vos marques. Top! Je jaillis de mon plot. L'adrénaline s'enclenche, l'eau froide ne m'atteint pas, je suis une torpille, je fonce. Désormais, mon unique adversaire est la montre. Seule ma vitesse compte, corps et esprit ne font qu'un, jusqu'à ce que mes mouvements deviennent mécaniques. Les 15 premiers mètres ne sont que vides et néants dans ma tête, puis mes esprits me reviennent et les mots de mon entraîneur résonnent. Trop ardent, on est moins délicat. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, c'était plutôt « N'y va pas comme un bourrin, ralentis, pense à ta technique et les secondes tomberont. » Pas les mêmes mots, certes, mais c'est tout comme. Trop ardent, on est moins délicat. Cher jury, cher public, avez-vous déjà eu ouï-dire d'une passion maîtrisée, d'un coup de poing tendre, méticuleux, juste, salvateur? Non. Qui dit ardeur, passion, dit amour, désir, luxure. Quand vivant de nom on dit que trop ardent, on est moins délicat, il regrette la vitesse à laquelle il déshabille son ingénu,
la hâte avec laquelle on court après sa cible sans savourer les instants qui précèdent la jouissance. Imaginez un couple banal, Paul et Jeanne, ou Rodrigue et Chimène pour les plus littéraires. Les deux tourtereaux s'aiment, mais voilà quelque temps que Rodrigue en veut plus. Alors une belle soirée d'août, il s'en alla voir ailleurs, espérant retrouver cette flamme qui saura réveiller en lui un élan de vie. Alors il se laisse séduire par l'appel du vice et s'enivre d'un pas de deux érotique, mais sans douceur, sans tendresse, presque bestiale. Au petit matin, sa faute lui pèse et, cherchant du réconfort, il regarde son ingénu, mais de sa présence, seuls les draps sont témoins. Sans espoir d'un pardon, Chimène le rejeta, et à cet instant, il réalisa. À être trop ardent, on finit surtout perdant. Gisant sur le sol, souffrant d'une mort lente et impertinente, agonisant seul sans mots doux ni délicats, trop ardent, on finit perdant, inévitablement solitaire. Vos désirs, sur le moment irrésistibles et pourtant si futiles, sauront vous ronger, vous anéantir comme peau de chagrin. Trop envieux, trop avare, trop jaloux, trop ardent, on finit par se noyer et par se perdre. Car qui dit ardeur, passion, dit aussi violence et impulsivité. Le revers de la médaille d'une passion amoureuse, de cette flamme que l'on attise, c'est qu'elle vous conquiert pour mieux vous détruire. N'est-ce pas lorsque l'on aime que l'on se dispute le plus fort? Le sang chauffe, les mots débordent, les mains volent, le ton hausse, on s'engueule. Je perds le contrôle de moi-même et ce manque de délicatesse me coûtera cher, je le sais, je le sens et pourtant je cède. Alors aujourd'hui, je vous demande l'impossible. Je vous demande de dompter le lion en vous. Le lion qui choisit et qui attaque, le bélier qui fonce sans réfléchir. Retenez-les, enchaîne s'il le faut, car sinon sans gêne, ils blesseront. Ils montreront les dents et déchiquetteront leur proie sans relâche, ne laissant que la charogne derrière eux. Combien de fois ai-je craché des mots tranchants pour achever mon ennemi, alors qu'une fois le sang sur mon épée, je regrette. Et là, je n'ai rien gagné, mais tout perdu. Vous avez sorti les griffes, oui, et laissé derrière vous la charogne de votre bien-aimé, celle à qui vous avez promis de rester pour le meilleur et pour le pire, en omettant que le pire, c'est vous. Vérité ou calomnie, mais qu'importe. Ne cédez pas aux caprices, rendez justice, ravalez votre vengeance, qu'importe si vous avez raison, à quoi bon avoir le dernier mot, quand le pire des mots, c'est la solitude. Alors la délicatesse et la simplicité ont leur qualité. Que gagnons-nous à être impatients, violents? Si la jalousie avait eu raison de Chimène, aurait-elle eu la délicatesse de révéler « Va, je ne te hais point » Quand la rage vous supplie de dire « T'es vraiment comme ton père », soyez comme Chimène, plus sage et délicate. Alors à tous ceux qui prennent tout trop à cœur, les sensibles, les hypersensibles, les passionnés, à ceux qui retournent le plateau quand la chance ne semble pas tourner, à ceux qui agissent avant qu'ils ne réfléchissent, à ceux qui ne fléchissent pas devant l'échec, je leur implore d'avancer au pas, de laisser le doute planer plutôt que leurs mains sur une joue, de tourner leur langue 7 fois dans leur bouche avant de balbutier le moindre murmure, ou de laisser deviner la silhouette d'une insulte. Prenons le soin de sentir l'eau couler sous nos doigts avant de plonger la tête la première. Quitte à avaler l'eau chlorée de la piscine, filtrons les mots qui découlent de notre colère. Trop ardent, on est moins délicat. Alors rangez vos griffes, faites patte de velours, au risque de finir comme Rodrigue, sur le carreau, le cœur bien lourd. Trop ardent, on est moins délicat à la négative. Tess Delpierre. De la Pierre. Ardente? Moi? Oui. Trop ardente. Peut-être. Je parle vite, je parle fort, je m'emballe, je m'enflamme. Je veux tout, tout de suite, et puis tout entier. Je ris trop fort, je vis trop fort, et puis je ressens trop fort aussi. Et dans ce tumulte, dans cette tempête, je me casse, j'éclabousse, je me perds, je me noie, parfois oui, dans mon ardeur.
L'ardeur, c'est ça. C'est cette flamme qui danse, qui éclaire, qui consomme, mais qui brûle aussi. Ce feu intérieur, c'est cette fièvre du cœur qui fait trembler la voix, qui donne à toutes les émotions ce goût de l'excès. Alors parfois, oui, c'est trop. C'est trop vite, ça va trop fort, mais c'est surtout que c'est un peu trop vrai. C'est presque dissonant, c'est pas très délicat, finalement. Pas très délicat, et pourtant, c'est ce qu'on nous apprend, à nous, les filles, à être délicates, à parler doucement, à croiser les jambes, à ne pas déranger, à sourire, mais pas trop, à aimer sans trop le montrer. Mais du coup, ça veut dire quoi, être délicate? Être silencieuse? Être lisse? Être complètement effacée? J'ai l'impression qu'on a tendance à s'inverser, être délicate et puis complètement oubliée. Moi, je me souviens encore de la mère de mon père qui me disait « Ne parle pas trop fort, ce n'est pas délicat ». Moi, je ne comprenais pas parce que dans ma famille au Maroc, on parle fort, on rit fort, et puis c'est comme ça qu'on est. Dans notre famille, on mange avec les mains, on vit avec le cœur et pas avec des gants. Dans notre famille, l'ardeur, c'est pas une faute de frappe ou une faute de style, non, c'est une preuve d'amour. Alors, vous êtes avec moi devant ce paradoxe. Comment peut-on vivre avec délicatesse dans une culture qui vibre, qui crie et qui déborde, dans laquelle la joie de vivre et la manière de dire « je t'aime », c'est finalement avec tout le corps et toute notre âme. On se retrouve tous les deux dans cette question. Et donc moi, j'avance et je me dis pourquoi on devrait enlever cette flamme intérieure, cette ardeur, pour finalement paraître plus poli. Je n'y crois pas. Être ardent, ce n'est pas être moins délicat. Non, c'est être vivant. Finalement, l'ardeur, c'est ce qui nous pousse à vibrer aujourd'hui, entre vous et moi. C'est ce qui nous pousse à l'action. Des paroles qui étaient trop sages n'ont pas fait bouger les choses. Je pense au mouvement MeToo. Les femmes n'ont pas chuchoté pour demander leurs droits. Non, elles ont fait un cri unanime et tout entier. Des idées, peut-être parfois trop tièdes, n'ont pas non plus fait bouger les choses. Non, c'est les émotions qui nous transcendent, qui nous propulsent vers plus tard, qui nous font avancer finalement. Et puis en fait, l'ardeur, c'est ce qui nous crée la connexion aujourd'hui avec vous. C'est simplement avec l'ardeur que je peux partager mon émotion, peut-être vous faire pleurer, vous faire rire, vous révolter, je ne sais pas. C'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui, en un jour assez spécial pour une personne qui est très importante pour moi. Et si l'ardeur, c'est la joie de vivre, oui, c'est aussi la capacité de dire merci aux personnes qui nous ont appris à vivre de telle sorte. Alors papa, aujourd'hui, je te remercie de m'avoir soutenu dans toutes mes passions les plus folles, de m'avoir toujours soutenu et de m'avoir surtout toujours dit « sois toi » et puis le reste, on s'en fout. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne 2 minutes pour regarder la personne qui est à côté de nous. Mais vraiment, s'il vous plaît, regardez-la dans les yeux, faites-moi ce cadeau. Vous voyez ce simple regard, ce petit geste, ce feu intense et cette flamme douce? N'y a-t-il pas là la plus belle des délicatesses? Parce que, trop pardon, on n'en est pas moins délicat. Non, il y a bien une chose sur laquelle je ne transverserai jamais, c'est l'ardeur de la vie. C'est aimer la vie à tout plein va. Se dire que on n'a pas le choix d'aimer la vie parce que si on aimait la vie à moitié, en fait, elle ne verrait même pas le but d'être vécu. Si on est aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est donné la peine de se réveiller ce matin, à 8h du matin, à mettre son maquillage et son costume d'air et de se dire on va tenter, on va essayer, et puis c'est ça le but. L'ardeur, c'est aussi l'espoir, c'est de se dire aujourd'hui, si je vous ai assez touché, peut-être que demain je serai encore là et peut-être que je serai en finale. Qui le sait? L'ardeur, avant toute chose, mesdames et messieurs, ce n'est pas quelque chose qui est moins délicat, non. Pour moi, l'ardeur, c'est l'ardeur de la vie, et donc la vie, mesdames et messieurs, c'est la plus délicate des passions. Merci. Mesdames, pour cette prestation, et nous allons passer donc à notre dernier candidat. La paresse et la prodigalité mènent les hommes à la ruine. À l'affirmative, Timéo Durand.
Qui tue les civilisations? Quelle entité va toujours chercher les titans sur le toit du monde pour les tirer vers les abîmes de l'oubli? Qui va regarder les richesses civilisationnelles, belles comme un océan, pour tout amener au néant? Ils sont deux jumeaux, deux corbeaux, deux bourreaux. Le premier, tout le monde la connaît, on la nomme même la mère de tous les vices, celle qui fait la ruine en tuant la création à sa plus profonde racine. J'ai nommé paresse, le péché mortel. Le second se fait plus discret. Son nom originel est prodigalité. On le connaît tous sous un nom plus amical, gaspillage. La ruine, il l'a fait naître non pas en tuant la création, mais en l'orientant dans la mauvaise direction. À eux deux, ils forment un poison parfait pour siphonner n'importe quelle société. Paresse tue la moitié de la richesse pendant que prodigalité emporte l'autre. Mais face à la ruine déserte, ma question préférée reste: qu'est-ce que la richesse? Ce sont des billets verts, des pierres dorées, des actifs financiers, peut-être êtes-vous en train de penser. Et pourtant non, paresse ne résonne pas à travers les pièces, parce qu'elle connaît la vraie richesse. Comme aiment beaucoup nous le rappeler nos très chers politiciens français entre 2,49,3, notre pays est endetté à hauteur de 3 400 milliards d'euros. Et pourtant, ma nation, notre nation, n'est-elle pas l'une des plus riches du monde? Les caisses sont vides, mais la richesse, elle est dans les mains de nos aides-soignantes qui s'occupent de nos aînés, peu importe le prix à payer, de nos soldats qui nous ont protégés et continuent de nous protéger, quitte à y laisser leur vie, de nos artistes qui chantent, écrivent, dessinent à l'encre de la vie, des scientifiques qui réfléchissent, calculent, illuminent par leur grand esprit, des artisans qui bâtissent, agrandissent un savoir que seuls eux maîtrisent, de la jeunesse qui se lève pour hériter dans un monde pourtant en proie à tant d'hostilité. La France elle-même est une richesse, tant elle est belle, ses paysages, montagnes, littorales, cathédrales, les champs de lavandes interminables, son histoire, les rois de France, les résistants, les poilus vaillants, victoire et échec, ensemble dans la même danse. Imaginez maintenant que toutes ces personnes que j'ai citées décidaient d'arrêter, se laisser aspirer dans la spirale infernale de paresse et prodigalité, sans même résister. Les aides-soignantes arrêtant de s'occuper de nos aînés, les laissant partir sans même les accompagner. Après tout, j'en ai marre de travailler. Nos soldats arrêtant de nous protéger, laissant l'ennemi arriver. Après tout, est-ce que ce pays vaut vraiment le coup? Les artistes arrêtant de créer, laissant la culture végéter. Après tout, c'est mieux d'arrêter. Les scientifiques arrêtant de créer, laissant leurs travaux enterrés. Après tout, ces calculs sont vraiment compliqués. Les artisans arrêtant de bâtir, d'agrandir, de guider le savoir passé vers l'avenir. Après tout ça est peut-être mieux dans l'oubli. La jeunesse ne voulant plus rester, prospérer. Après tout, cette situation lourde de tension est un fardeau trop lourd à porter. Ça y est, nous y sommes, le poison est en train de nous paralyser, de nous ruiner, il est en train de nous tuer. Et pourtant, si nous sommes encore là, c'est qu'il y a eu, et aura, de vaillantes personnes, pour que nous puissions prospérer, enrichissant la nation, sans même s'en rendre compte. Et surtout, sans jamais s'agenouiller, ni devant paresse, ni devant prodigalité. Pour terminer, au-delà de toutes ces notions compliquées et de la course effrénée au plus renfloué, voici une jolie petite pensée qui est pour moi la vérité. La plus belle des richesses, elle est au fond de nous. Qui cherche l'infini n'a qu'à fermer les yeux. Merci beaucoup. Tous les candidats ont eu l'occasion de passer et je pense qu'on peut à nouveau tous les applaudir. Le jury va donc pouvoir se retirer et me suivre pour délibérer. Nous avons une petite salle prévue à cet effet.
Bien, le jury a délibéré et souhaite vous faire un retour général. Il n'y aura pas évidemment un retour par candidat, puisque sinon nous allons malheureusement passer toute la soirée ici. Je vais les appeler à nous rejoindre pour ce retour. On peut les applaudir. Tous les jurés sur scène, s'il vous plaît. On peut les applaudir à nouveau. Et vous pouvez faire un petit retour collectif si vous le souhaitez. Bon, déjà, merci à tous, il y avait du niveau. Merci à tous. Merci surtout de nous avoir fait voyager, sans forcément contempler, mais en tout cas voyager. Merci pour les blagues. Alors, il y a quelqu'un qui m'a lancé un petit truc aussi par rapport à la Tunisie. Oui, on fait les choses aussi avec beaucoup de patience. On en a trouvé que c'était vraiment très très serré. On a eu du mal pour choisir les noms. Donc bravo, bonne continuation. Je pense que vous êtes tous gagnants parce que l'expérience en tant que telle est géniale, moi je trouve. Et voilà, bonne continuation. Si vous souhaitez... Vraiment, je parlerai avec beaucoup d'humilité. C'est la toute première pour moi de prendre part à ce genre d'événement en France. Je l'ai fait en Afrique, je l'ai fait en Asie. Et je remercie la Fédération pour cet honneur qui nous a été accordé d'être là. La grande difficulté a été d'apprécier les différents styles rhétoriques et de ne pas tomber dans le piège de la subtilité ou de l'individualisme concernant cette appréciation. Il fallait être objectif. Véritablement, c'est la grande difficulté parce que les styles n'étaient pas les mêmes. Mais il y a quand même des classiques, il y a quand même des bases fondamentales qu'il fallait apprécier. Je crois que le jury a été assez mature pour le faire. Donc félicitations à tous les candidats. Il y a de grandes pépites et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bon, bah, bravo à tous. Je vais vite annoncer les résultats parce que je sais que vous attendez réellement que ça. Et si vous voulez des retours après, je pense qu'on va rester un petit peu, donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Vraiment, c'est toujours bon à prendre. On va surtout boire un verre tous ensemble après. Bien sûr. Donc, parmi les 6 sélectionnés, il y a Anis Benasser. Baptiste Hureau. Guillaume Raoult. Alice Baleston. Zoé Vervade. Et la dernière personne sélectionnée est Elena Langlais. Mais bravo à tous, vous avez tous été exceptionnels et je pense qu'on peut vous applaudir à nouveau. Bravo. Merci beaucoup. Je vais demander, avant qu'on aille tous boire un verre, à tous les candidats de venir sur la scène pour qu'on puisse avoir des photos de ce public qui a très envie de nous prendre en photo pour certains, pour certaines, mais également pour qu'on ait un souvenir de notre caméraman. Non, le jeu est resté. Yeah. Installez-vous bien. Tu veux qu'on regarde tout là-bas? Je sais pas, on regarde là-bas. Et nous allons dire à tout ce public qui, en sortant de cette pièce, ira frénétiquement sur les réseaux sociaux de la Fédération francophone de débat pour le suivre, et qui ira faire un don, et qui aura en échange un pins, qu'on ne naît pas orateur, on le devient.